Bonjour à tous et à toutes, merci de venir voir cette conférence. On la présente avec les éditions ENI, qui sont notre éditeur, et qui nous ont invités sur leur stand pour cette Maker Faire, représentée par Émilie ici. Alors, qui je suis? Je m'appelle François Mock, certains d'entre vous le savent déjà, je suis électronicien à la base, au siècle dernier. Je suis radioamateur aussi, accessoirement. J'ai été technicien avion, après j'ai été technicien industriel, donc j'ai travaillé en France, en Italie. Et puis, comme j'en avais marre de me promener un peu partout dans le sud de la France, je suis devenu formateur d'adultes. J'ai formé des adultes à la maintenance informatique industrielle et réseau et télécom. Ça, c'est la dernière époque de ma vie. J'ai été utilisateur de l'Arduino. Et puis quand le Raspberry Pi est arrivé, j'ai dit « Waouh, c'est quoi ce truc ?» Alors moi, je suis de la génération ZX81, Amstrad, Atari. Et quand j'ai vu arriver le Raspberry Pi, j'ai dit « On retrouve la même idée en fait, de jouer, d'apprendre en même temps. » Et donc, je suis parti sur le Raspberry Pi. Alors, c'est quoi un Raspberry Pi? Alors, aux origines du Raspberry Pi, il y a une fondation. Il y a des universitaires anglais qui reçoivent des étudiants. Donc, les étudiants arrivent « Bonjour monsieur, bonjour. » Vous connaissez l'informatique? Ben oui. Et qu'est-ce que vous faites en informatique? Je vais sur Internet, je télécharge des films, puis je joue en ligne avec mes copains. Ah, je fais du Word et de l'Excel aussi. Sauf que pour une entreprise, faire de l'informatique, c'est pas faire du Word et de l'Excel. Enfin, des fois si, mais dans le milieu industriel, c'est surtout protéger les données, transmettre des informations. Donc on est loin de ce qui est attendu en fait par les industriels. Donc ils ont dit, on va revenir sur ce qui se faisait au siècle dernier. On va créer un ordinateur avec lequel les enfants pourront apprendre à coder pour pas cher. Aujourd'hui, il y a un ordinateur à la maison, souvent c'est un portable. Vous avez la maman qui fait la feuille de paye de la nounou dessus. Vous avez le papa qui gère le salon de coiffure. Je donne un exemple vécu là. Le papa qui gère le salon de coiffure, puis qui vous appelle en disant « Mon ordinateur, il marche plus. Le gamin, il s'est amusé avec, il marche plus. Voilà, qu'est-ce que tu peux faire ?» Si le gamin il a un Raspberry Pi aujourd'hui, il fait ce qu'il veut, il casse son Raspberry Pi, on lui refait la carte, c'est reparti, et il ne touche pas à l'ordinateur des parents. Alors très vite, quand cet ordinateur est sorti, les geeks et les makers se sont dit c'est pour nous aussi, parce qu'il y a des entrées-sorties, on va pouvoir brancher des trucs derrière, allumer des lampes, faire tourner des moteurs, recevoir des infos. Donc ils ont adopté le Raspberry Pi. Le système d'exploitation est libre, c'est du Linux. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est du Windows sur son machin là. C'est du Linux. La vidéo est de très bonne qualité, on va revenir dessus. Et ils avaient dit, bon, on a fait 10 000 exemplaires. Si les 10 000 exemplaires sont vendus, on sera déjà content. Aujourd'hui, on a dépassé les 20 millions d'exemplaires vendus. Et c'est le 3e ordinateur le plus vendu dans le monde. Il a dépassé tous les Atari, les Amstrad, les Commodore. Et il est juste derrière le PC et le Macintosh. Et 30% des PC, des Raspberry qui sont vendus, aujourd'hui, partent vers l'industrie. C'est les industriels et les entreprises qui achètent les Raspberry Pi. Il a un processeur 4 cœurs qu'on a ici, donc un processeur 4 cœurs 64 bits, qui tourne à 1 giga 4, donc assez rapide, c'est l'équivalent d'un PC d'il y a 8-10 ans, une dizaine d'années on va dire. Il a un GPU Broadcom Video Core 4 qui est au même endroit, c'est le GPU donc pour fabriquer les images en fait. C'est le GPU de la Xbox 360, donc ça va très vite, ça va très bien. Il a une mémoire de 1 giga, je ne peux pas vous la montrer, elle est derrière. Il a une sortie HDMI Full HD, c'est-à-dire vous branchez ça sur un écran qui fait 2 mètres par 3, ça marche. Avec une très bonne qualité, c'est la qualité Blu-ray. Il a une sortie audio-vidéo analogique. Alors pourquoi vidéo analogique? Ça se branche sur une Péritel. Il y en a encore sur vos télés des Péritel? Eh bien, au Mali, au Ghana, au Gabon, ils ont encore des télés avec des Péritel et ils utilisent le Raspberry Pi pour l'éducation des enfants. Et donc, ils branchent cette prise-là sur la prise Péritel et ça permet d'utiliser des vieux modèles de télé. Comme c'est pour l'éducation, ça utilise encore ce système. Il y a 4 ports USB 2.0. Dessus, vous allez brancher quoi? Le clavier, la souris, une clé USB, un disque dur externe, tout ce qui va se brancher sur un port USB en fait. Vous avez un port Ethernet gigabit. Alors c'est un gigabit à 315 mégas parce qu'on repasse par l'USB. C'est un adaptateur USB en fait. Et ça limite la vitesse à 315 mégas, mais pour de la vidéo, pour faire du stockage, tout ça, c'est largement suffisant vu le prix de la bête, quoi.
Son disque dur, c'est une carte SD. Donc il n'y a pas vraiment de disque dur, c'est une carte SD qui vient se mettre sous la carte. Pas dans ce sens-là, d'ailleurs, dans l'autre sens. Et vous pouvez mettre une carte de 64 Go, 32 Go, 16 Go, ce que vous voulez. On a un port caméra sur lequel on va pouvoir brancher une caméra. Tu vas en reparler après, je pense. On a un port afficheur DSI sur lequel on va pouvoir brancher des afficheurs à cristaux liquides. Alors, en fait, c'est un téléphone qu'on a désossé puis qu'on a mis sur une carte. Et donc, sur votre téléphone, il y a un afficheur, il y a une caméra, voire deux, etc. Donc, on retrouve tout ça sur le Raspberry Pi. Il est équipé Wi-Fi 11AC, ça veut dire qu'il gère les deux réseaux, 2 Go 4 et 5 Go, et Bluetooth. Il a 40 broches d'entrée-sortie, alors ça c'est ça qui nous intéresse, on reviendra un tout petit peu après dessus. On va pouvoir brancher dessus des LED, des moteurs, recevoir des informations depuis un capteur. Quelqu'un est entré dans la maison, j'allume la lumière, je déclenche la sirène, par exemple. Il a exactement le format d'une carte de crédit. Ils ont été inspirés, ils ont pris exactement la même taille. Et il pèse 45 grammes. Alors 45 grammes, pour vous donner une idée, c'est 8 feuilles de papier A4. C'est 11 framboises, bio. 45 grammes à peu près. Et ça coûte 40 €. Alors la fondation annonce 35 $. Alors les gens disent, ouais, mais quand je fais la conversion, ça ne fait pas 40 €. Alors les anglo-saxons parlent hors taxe. Donc vous rajoutez la taxe, le frais de port, la marge du vendeur, on est à 40 €. Oups. Donc je reviens un petit peu sur le GPIO. Sur ce GPIO, pour les bricoleurs, les makers, on va retrouver des alimentations, 5 volts, 3 volts 3. On va trouver des broches dédiées comme ici, qui est un port série avec lequel on va pouvoir dialoguer, par exemple, avec une carte de téléphonie. Et on va retrouver 26 GPIO sur lesquels on va pouvoir brancher des capteurs qui vont rentrer des infos et des actionneurs qui vont allumer des lampes, faire tourner des moteurs. Donc je vais vous présenter la partie Python, la deuxième partie de cette présentation. Donc qui je suis? Je m'appelle Cédric Lemaître. Je suis à la base électronicien, même si je suis un très mauvais électronicien. Et j'ai plutôt la fin de ma formation a été dédiée à l'informatique, le traitement du signal, puisque j'ai un doctorat d'informatique et j'ai traîné un peu dans les labos de recherche. J'ai fait un peu de recherche académique avant de créer une start-up avec un collègue. Et dans cette start-up, actuellement, je suis le responsable recherche et R&D. Donc je vais vous présenter Python. Python, c'est un langage de présentation. Dans la première version est de 1989, donc qui a été créée par Guido van Rossum. Et donc elle est de 1989, même si la première version publiée est de 1991. Donc c'est un langage qui est assez récent dans l'histoire de la programmation informatique, puisque C++ date plutôt du début des années 80. La dernière version est toute récente, donc vous avez une version qui est du mois d'octobre. Et donc l'idée du créateur était de créer un langage visible, lisible et visuellement épuré. Donc c'est-à-dire que quand vous donnez une feuille de code à un amateur, il est capable de comprendre un peu ce qu'il y a là-dedans, la structuration. J'y reviendrai, je vous mettrai un exemple de code, même si c'est juste pour en voir l'esthétique et non pas le comprendre. C'est un langage de programmation visuelle interprété. Donc ça veut dire que votre langage n'est pas compilé, vous n'avez pas un compilateur sur la machine. Vous exécutez le code à la volée. Il y a ce qu'on appelle une machine virtuelle qui va interpréter votre code et l'exécuter. Vous n'avez pas de compilateur, ou vous avez une phase de compilation. Et après, vous avez la création d'un binaire, un programme que vous allez exécuter. Là, vous interprétez le code source directement. Alors c'est un langage qui est très en vogue actuellement. C'est le langage, je pense qu'on peut dire, le plus actif du moment, tant au niveau professionnel, c'est-à-dire vous avez des boîtes de développement qui l'utilisent, qui font du développement d'ERP, donc les logiciels de paye, etc., pour transférer les données d'une base à l'autre. Ils font des scripts.
Les makers l'utilisent beaucoup parce que c'est un langage facile d'accès, j'y reviendrai. Les chercheurs l'utilisent beaucoup parce que c'est un langage où il y a, c'est ce que je vous dis là, des documentations importantes, de nombreuses librairies disponibles et beaucoup d'aides collaboratives associées. Donc cette dynamique est principalement liée au fait qu'il y a beaucoup de librairies disponibles, donc imaginez toutes les fonctionnalités que vous avez besoin, vous allez trouver une librairie en Python qui le fait, vous n'allez pas être obligé de refaire du code. Et contrairement à d'autres langages, c'est très facilement installable et utilisable. Ça se fait en 2 lignes. Une ligne pour installer la librairie, une ligne pour l'utiliser. Ceux qui ont déjà fait utiliser un autre langage de programmation, C++ par exemple, utiliser une librairie, ça vous oblige à la récupérer, l'installer, mettre votre outil de programmation à jour avec les liens qui vont bien, programmer, et en général, ça se passe pas bien du premier coup, ça passe pas comme une lettre à la poste, alors que là, en Python, vous avez ces 2 lignes et c'est toujours ces 2 lignes. La dynamique aussi, c'est que en même temps que Python s'est développé, GitHub s'est développé. Donc GitHub, c'est un outil collaboratif où chacun va mettre ses briques de code, plus ou moins documentées, plus ou moins de bonne qualité, mais ça fait un endroit centralisé où on trouve du code, où on a accès à du code, accès à des projets dans lesquels on peut aller pêcher. Et donc, vous avez plein de sources de Python disponibles. Sur GitHub, vous avez aussi des wikis qui vous expliquent comment utiliser, si la communauté a décidé de le documenter, comment on utilise. Et vous avez les pages, des pages d'aide pour les différentes librairies. Et enfin, où Python est avantageux, c'est qu'on fait des projets complets en peu de lignes de code. C'est-à-dire qu'on peut faire du prototypage, alors c'est plus ou moins rapide, le code est plus ou moins efficient. Par contre, vous l'avez fait en très peu de temps. Donc après, vous pouvez l'améliorer si vous voulez que les temps d'exécution soient plus courts. Mais je vais vous montrer quelques exemples après. En très peu de lignes de code, on a des démonstrateurs. Alors, à quoi ça sert Python? Ça peut servir à l'apprentissage. Donc vraiment, François a partagé l'info dans la semaine. A priori, ça va devenir le langage de référence de l'éducation nationale. Donc, sur les fins d'année de lycée, c'est le langage que vous allez que les nouveaux élèves vont apprendre. Donc, pourquoi c'est un langage orienté objet? C'est un langage qui est plus accessible que C++. Vous n'avez pas besoin de connaître tous les concepts de l'informatique pour faire des lignes de code. Et il n'est pas lié à un environnement de développement. Vous n'êtes pas obligé de vous marier avec Microsoft Visual Studio, je ne sais pas quoi, en payant une licence sur 20 ans. Vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur de texte. Python, c'est gratuit. Vous pouvez l'utiliser sans problème. Python, c'est aussi pour les scientifiques. Il y a énormément... Tous ceux qui font du machine learning, de l'intelligence artificielle, du data mining, utilisent Python. Parce que il y a des grosses librairies qui sont développées et ça évite d'utiliser la concurrence qui était MATLAB. Une licence MATLAB, c'était 30 000 € pour une entreprise. Utiliser Python, c'est 0. Ça sert aussi au prototypage. Donc, comme je vous disais, comme on fait du code rapidement, ça permet de tester des solutions. Donc, du prototypage purement logiciel ou du prototypage, vous avez de l'interaction avec des capteurs et des sorties, des LED, etc. Donc, ça vous permet de faire votre prototype rapidement. Ça sert aussi en outil de test. François le disait, dans l'industrie, il y a de plus en plus de Raspberry qui sont utilisés. Il y a de plus en plus de Raspberry qui sont utilisés dans la production sur la phase de test. Donc, par exemple, tous les produits objets connectés que vous avez, ils sont testés un par un une fois avant de vous les envoyer. Donc pour faire ça, donc on a des protocoles de test et vous avez des ordinateurs qui automatisent les tests. En général, de plus en plus, c'est des Raspberry parce que ça coûte pas cher, parce que c'est facilement disponible, parce qu'on peut le griller, c'est pas un drame, et le développement dessus est fait en Python. Alors, donc le Python, c'est
C'est aussi une façon d'exploiter le Raspberry. Pourquoi? Parce que donc, le Raspberry, quelles sont ses particularités? Donc, c'est un nano-ordinateur, donc c'est un ordinateur classique sur lequel on a rajouté un port GPIO, donc des entrées-sorties vers le monde extérieur. Et l'avantage de Python, c'est qu'on utilise tous les spécificités du Raspberry. Donc vous retrouverez une librairie qui s'appelle PyCamera qui permet de récupérer et de travailler sur les images que vous pouvez récupérer via la caméra. Donc récupérer le flux vidéo, pour ceux qui l'ont fait en C, c'est la croix et la bannière. Là, c'est 2 lignes de code. Parce que tout a été bien pensé. Le GPIO, c'est pareil. On a une librairie qui permet de lire les entrées, de placer des valeurs en sortie, d'écrire sur le port série, le port I2C, etc., etc. Et le BLE, donc BLE pour Bluetooth Low Energy, on a des librairies qui permettent d'exploiter le Bluetooth Low Energy. Donc c'est le standard des objets connectés. Vous l'utilisez en Python, pareil, très peu de lignes de code, et vous pouvez lire et écrire sur un objet connecté, enfin échanger avec l'objet connecté. Donc si c'est un thermomètre connecté, vous pouvez récupérer la température facilement. Alors, tout n'est pas si rose. Il y a quand même des limites. Globalement, le Python, c'est pas un langage pour faire des interfaces graphiques. Donc des clients lourds. Donc on fait de moins en moins d'interfaces graphiques. On a de plus en plus de pages web pour essayer d'éviter d'avoir des clients lourds. Python est dans cette dynamique-là, c'est-à-dire que c'est possible, mais c'est vraiment pas le langage pour faire ça, quoi. Si vous voulez une interface graphique, C++ reste une bonne option. C'est pas Python. Python, c'est pas fait pour ça, quoi. On va pas y aller par 4 chemins. Au niveau des performances, on a une librairie, elle s'appelle Numba. Ça permet d'accélérer l'exécution des scripts avec une compilation temps réel. Avec le Raspberry, cette librairie ne fonctionne pas. Donc vous avez un gain une perte de performance. Pareil, de la même manière, comme c'est un langage interprété, que vous avez une couche pour interpréter, donc un intermédiaire, la gestion des interruptions, donc si par exemple je mets un interrupteur sur une broche d'entrée du port GPIO, quand j'appuie sur le bouton, je veux lancer un calcul, je ne sais pas lequel, et bien le temps, ça va prendre, en comparaison à un microcontrôleur, ça prendra beaucoup de temps entre le moment où je vais appuyer et le moment où ma tâche sera lancée. C'est ce qu'on appelle la gestion du temps réel. Python est pas un langage si vous voulez un comportement temps réel express, quoi. Alors je vais continuer pour vous montrer. Donc ça c'est juste une illustration de code. Hein, je vous demande pas de comprendre ce qu'est la factorielle. Mais voilà, Python c'est un langage classique. Vous retrouverez des boucles, des tests, if. Et ce qu'il faut voir c'est que ici vous avez une indentation. Et c'est donc une tabulation. Ça veut dire que tout ce qui est en retrait ici concerne le test if. Et à peu près les tests, les boucles, tous les éléments du langage sont délimités par des indentations pour que le code soit lisible. Donc l'idée c'est d'avoir du code aéré au maximum de cette façon. En passant sur le code. Et je vais vous montrer 2-3 projets que vous pourrez voir sur le stand ENI. Donc je vais vous en montrer un qui reprend à peu près toutes les thématiques évoquées plus tôt, c'est-à-dire des entrées-sorties sur le port GPIO, des entrées, l'utilisation de la caméra et l'utilisation de bibliothèques. Donc pour faire ça, c'est une application de reconnaissance d'objets. Donc le but, c'est quand je mets un objet que j'ai appris sous la caméra, que le Raspberry me dise quel est cet objet. En gros, j'ai appris une dizaine d'objets. Si je mets une framboise sous la caméra, qui me dise framboise. Donc que j'entende via une enceinte qui est branchée sur port audio le mot framboise. Donc pour faire ça, c'est assez simple. Donc j'enregistre un certain nombre d'images pour chaque objet. Je l'envoie dans un système d'apprentissage automatique. Donc c'est un système qu'on appellerait vulgairement d'intelligence artificielle.
Ça va me découper les frontières entre chaque objet et ça va me créer une base de connaissances. S'il y en a qui veulent des détails, je peux vous détailler ça en aparté, mais on ne fera pas les maths ici. Pour que ce que je vous présentais, c'est la phase d'apprentissage. Vous avez une deuxième phase qui est la phase de décision. Donc, je vais mettre un objet sous la caméra. Je vais interroger ma base de connaissances et je vais pouvoir prendre une décision. Donc, cet exemple-là, je l'ai fait en 12 heures et il n'y a aucune exagération là-dedans. C'est peut-être même un petit peu moins. Il y a 250 lignes de code. Je l'ai fait il y a 15 ans pour faire une démo pour le Village des Sciences quand j'étais doctorant. On a mis plusieurs mois à deux et c'était plusieurs milliers de codes. Donc là, on voit bien l'avantage de Python, c'est que ça a été vite parce qu'on n'a pas, on s'est pas enquiquiné à réécrire un driver pour la caméra. On a utilisé des bibliothèques et le langage est peu verbeux. Donc ça nous permet d'avoir quelque chose de rapide à développer et de performant. Donc vous pouvez venir sur le stand d'ENI si vous voulez voir la démo. On me signale qu'il faut que j'aille vite. Je vais pas vous donner cet exemple-là. Je vais prendre le dernier exemple sur une application pro du Raspberry. Donc, je vais vous montrer en quoi ça peut être intéressant aussi pour les professionnels. Donc, on a développé pour un client ce petit boîtier là. C'est un objet connecté qu'on met sur des baguettes de batterie. Un objet qui permet de simuler une batterie, c'est-à-dire vous mettez 4 zones où vous allez frapper sur une table, donc 4 coussins sur une table, et vous dites j'ai ma caisse claire, j'ai mes tomes, j'ai mes cymbales. Vous allez apprendre ces zones-là, et puis vous allez connecter les deux objets à votre téléphone, et votre téléphone va vous restituer le son de la batterie comme une vraie batterie. Donc nous, on a fait le firmware de ce truc-là, et on s'est heurté à un problème. Le problème, c'est qu'on n'est pas batteur et que faire les tests, savoir si ça marche ou pas, on peut faire des exemples basiques, mais on n'aura jamais un exemple en vrai jeu. Et donc, il y avait des bugs, comme dans tout projet informatique. Et donc, le gars nous disait, il y a des bugs, nous, on n'arrive pas à les reproduire, donc on n'arrive pas à avancer. Et donc, normalement, en électronique, la façon de faire, c'est on branche des câbles là-dessus pour faire l'acquisition des données, puis voir, interpréter les données en fonction du contexte de jeu, et puis on essaye d'en tirer des conclusions. Le problème, c'est que si on met des fils sur les baguettes de batterie, c'est plus un vrai jeu de batterie. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a développé on a fait un programme Python qui se connecte aux baguettes pendant que le gars joue. Et on récupère les données. Et ça nous a permis de débugger. Et ça en très peu de temps. Donc le gros avantage, c'est qu'on n'a pas un gros PC. On a un petit truc qu'on envoie en Colissimo chez le client. Quand il faut faire une mise à jour, soit on lui envoie un nouveau Raspberry, soit on lui envoie que le code. On lui envoie un Raspberry parce qu'on est sûr de ce qu'il y a sur le Raspberry, qu'il n'a pas fait d'erreur de manipulation. Donc, et ça nous a permis d'arriver à débugger là où on avait de la difficulté à débugger. Donc c'est ce genre d'utilisation que les industriels, entre guillemets, ont du Raspberry. Je te laisse le mot de la fin. Je sais pas, ça marche, ouais. Voilà, donc on espère vous avoir tout dit, mais en fait, il y a une dernière chose, la plus importante, c'est qu'il faut savoir que le Raspberry Pi est limité. Il y a une limite. Oh bah ça marche plus. Si. Il y a une limite à l'utilisation du Raspberry Pi. Et c'est vous en fait. Si vous passez sur les stands où il y a des Raspberry Pi, on fait plein de choses avec. Et c'est votre imagination qui va brider en fait ce que vous pouvez faire avec le Raspberry Pi. Voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver dans... Oh, pouf, tchou, c'est mort là. Bon, vous pouvez nous retrouver sur le stand d'ENI. Et puis, il y a nos bouquins qui sont disponibles, hein, puisqu'on a écrit des bouquins sur le Raspberry Pi et sur Python. Et vous pouvez retrouver les bouquins là-bas, les feuilleter. Puis si ça vous intéresse, venir discuter avec nous. On est prêts, on vous attend. Merci beaucoup. Merci.